c'est des ordinateurs biologiques qui sont développés à partir de cellules vivantes. Mais il y a aussi des expériences où, par exemple, on reprend le cerveau d'un animal pour pouvoir utiliser comme un nouveau type d'ordinateur. C'est potentiellement très dangereux. Je pense que c'est vraiment... on ne devrait pas forcément aller dans cette direction-là, quoi. Si jamais on est en train de produire des êtres vivants qui sont capables de conscience et de souffrance, le fait qu'on n'arrive pas à le détecter et qu'on soit pas capable de pouvoir l'arrêter, ça nous met dans une position relativement monstrueuse vis-à-vis de cette créature. Jennifer Prensky, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en physique des particules. Tu as dirigé le département data de Google DeepMind. Et plus globalement, ça fait 20 ans que tu es à l'avant-garde de la recherche et de la technologie. Tu as conseillé plus de 170 entreprises sur leur stratégie technologique et tu as récemment fondé Quantum of Data, une entreprise de recherche et de conseil qui travaille à l'intersection de l'IA et des ordinateurs quantiques et sur l'apparition de la conscience dans les intelligences artificielles. Pour commencer l'épisode, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'extrêmement étrange et méconnu. On est en train de créer des intelligences artificielles vivantes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce dont il s'agit et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors, je vais commencer par dire que je ne pense pas que c'est nécessairement quelque chose que les chercheurs veulent obtenir. C'est juste que c'est un effet d'un certain nombre de recherches qui se passent à l'heure actuelle. Alors, moi, je suis experte en infrastructure parce que j'ai travaillé sur les données. Donc, bien sûr, quand tu travailles sur les données, il faut que tu travailles avec des grosses quantités d'ordinateurs. Donc, je suis relativement au courant de ce qui se fait avec les prochaines générations d'ordinateurs. Tu as parlé des ordinateurs quantiques juste avant. Donc, je travaille effectivement sur l'impact des ordinateurs quantiques sur l'intelligence artificielle. Quelque chose qui est un peu moins connu du grand public, c'est quelque chose qui s'appelle le wet computing. Donc, c'est en gros des ordinateurs mouillés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, c'est des ordinateurs biologiques qui sont développés à partir de cellules vivantes. Et il y a différentes versions de ça. Il y a des versions, en gros, on construit à partir de quelques cellules, en gros, l'équivalent d'un computer chip ou quelque chose comme ça, quoi. Mais il y a aussi des expériences où, par exemple, on reprend le cerveau d'un animal et on essaye de complètement utiliser l'architecture du cerveau, en gros, pour pouvoir utiliser comme un nouveau type d'ordinateur. Alors, c'est pas un truc sur lequel je suis super experte, quoi, mais du coup, je me pose, vu que je suis très intéressée par l'aspect éthique de l'intelligence artificielle, naturellement, tu peux te poser la question si tu utilises ce genre de wet computers pour en gros faire tourner des intelligences artificielles, pour pouvoir entraîner des intelligences artificielles. Qu'est-ce qui se passe vraiment en termes de la personne? En gros, est-ce qu'on est en train maintenant de parler de, comme tu dis, des intelligences artificielles qui sont vraiment vivantes parce que elles sont aussi régies par des phénomènes biologiques. Alors, où est-ce que ça se sépare? Est-ce que si l'intelligence ou la pseudo-intelligence est dans l'algorithme qui est déployé sur ce genre d'ordinateur, est-ce que ça veut dire que tu peux complètement séparer l'intelligence de l'aspect biologique, ou est-ce qu'à un moment donné, on va effectivement avoir une intelligence artificielle qui n'est pas si artificielle que ça? La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que c'est plus efficace d'un point de vue de l'énergie, c'est ça ? Alors, c'est une des raisons. Il y a une autre des raisons, c'est qu'en gros, alors il y a il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'avantage de considérer l'intelligence artificielle d'un point de vue quantique. Alors, il y a de plus en plus de neuroscientistes qui sont convaincus que il y a beaucoup des processus qui se passent dans le cerveau humain qui sont régis complètement par la mécanique quantique. Et donc, du coup, ils veulent reproduire une sorte d'infrastructure qui permet d'avoir des processus quantiques. Donc, un ordinateur quantique, c'est une manière d'obtenir ce genre d'effet, mais une autre manière d'y arriver, c'est aussi de se dire, si notre intelligence est basée sur la physique quantique, ça veut dire que nos cerveaux sont aussi des machines quantiques. Donc pourquoi ne pas juste réutiliser un cerveau animal ou des cellules pris d'un cerveau animal pour pouvoir reproduire ces effets-là. Donc en gros, c'est un espèce de... c'est le désir d'explorer l'intersection entre tout ce qui est quantique avec l'intelligence artificielle, et en particulier l'infrastructure quantique et l'intelligence artificielle.
Oui, puis on voit vraiment que déjà aujourd'hui, finalement, les intelligences artificielles modernes consomment une quantité d'énergie absolument gargantuesque. Et lorsqu'on essaye de se projeter sur la courbe d'amélioration, on arrive vraiment à des quantités d'énergie de plusieurs gigawatts, plusieurs centrales électriques qu'il faudrait uniquement pour l'entraînement d'un seul modèle. Euh, et donc, effectivement, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que, par exemple, le cerveau humain consomme quand même beaucoup moins d'énergie. Et donc, Alors, je vais te donner un exemple de ce qui est relativement facile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on est plus efficace, pourquoi nos cerveaux sont mieux adaptés pour l'intelligence. Alors, par exemple, je pense que la plupart des gens savent que quand on construit une intelligence artificielle, c'est en gros, en développant des algorithmes qui reproduisent donc les réseaux neuronaux qu'il y a dans un cerveau, quoi. La raison pour laquelle les cerveaux les cerveaux humains et les cerveaux animaux sont plus efficaces, c'est que, en gros, donc, comme les neural networks, donc la technologie qui est à la base de l'intelligence artificielle, nos cerveaux sont constitués de réseaux neuronaux. Mais par exemple, dans le cerveau humain, il y a des neurones qui, en fait, inhibent certains signaux. Alors que quand on regarde dans un neural net qui est utilisé normalement pour développer un large language model ou une intelligence artificielle à l'heure actuelle, les neuros, ils sont pas destructifs. Donc en gros, si je te dis quelque chose, tu trouves ça pas intéressant, il y a probablement des neurones à quelque part dans ton cerveau qui te disent coupe l'information. Et donc du coup, tu élimines ou tu évites la propagation des signaux. Ça permet de limiter la quantité d'énergie qui est nécessaire pour pouvoir te faire une opinion, tu vois. Donc du coup, il y a tout un tas de processus comme ceux-là qui sont très très au point dans le cerveau humain et nous, on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Donc pour revenir à la question d'avant avec le wet computing, c'est aussi très intéressant parce qu'on utilise les capacités et les propriétés d'un cerveau animal sans nécessairement avoir besoin de comprendre exactement comment ça marche. Parce que sinon, l'autre alternative, c'est de comprendre comment ça marche et d'essayer de réimplémenter ça une manière, dans un nouveau type d'ordinateur. Donc, le wet computing, c'est un peu de la triche, quoi. Tu veux avoir les bénéfices les capacités l'efficacité d'un cerveau animal sans avoir besoin de comprendre exactement comment ça fonctionne. est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose qu'on fasse ça? Ah non, non, moi, c'est là où je vois mes limites, quoi. Alors, donc, du coup, c'est potentiellement très dangereux parce que, je veux dire, si vraiment on commence à utiliser des cellules animales, il y a effectivement le problème de la souffrance, hein. Enfin, est-ce qu'on fait souffrir l'animal est-ce que si on commence à injecter des circuits des signaux électriques dans un cerveau animal, est-ce que ça veut dire que le cerveau de cet animal est encore vivant? Et est-ce que, donc, je veux dire, je pense que c'est vraiment, hein, on ne devrait pas forcément aller dans cette direction-là, quoi. Je pense qu'il faudrait plus de régulation. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui comprennent ce qui se passe, quoi, parce que normalement, c'est la recherche qui est très, très spécialisée. La plupart des grosses compagnies ne veulent pas trop faire de recherche dans cette direction-là parce qu'ils se rendent compte que d'un point de vue éthique, c'est très contentieux, quoi. Donc, ouais. Bien sûr, mais c'est assez fou qu'il existe des projets qui fassent ça sans que l'opinion publique soit au courant. Moi, je discutais un peu en préparation de l'interview avec des proches pour leur demander s'ils avaient déjà entendu parler de ça. Personne ne connaît ça, alors que c'est quand même... c'est fou qu'on soit en train de faire ça, quoi. Ouais. Et alors, c'est là que tu vois que tu as aussi tout un tas de risques associés à la géopolitique, parce que ça, je pense que c'est un de ces sujets de recherche. Je pense que c'est relativement clair que, par exemple, la Chine nous avance de ce côté-là, quoi. Donc, du coup, on ne peut pas forcément contrôler tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a certains pays qui n'hésiteront pas forcément à faire de la recherche dans cette direction-là, quoi. Donc, je veux dire, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a pas énormément de recherche aux États-Unis ou même en Europe sur ce genre sur ce genre de practice, quoi. Et ouais, bon, bref, alors c'est un peu inquiétant. Au-delà du wet computing, justement, donc informatique humide, est-ce que tu penses que la conscience artificielle, elle pourrait émerger simplement avec les modèles actuels aussi? Simplement, par exemple, en mettant à l'échelle des modèles comme ChatGPT, est-ce que ces IA-là pourraient devenir conscientes? C'est le genre, c'est une très bonne question déjà. Et alors,
Moi, je pense, alors de manière générale, je pense que la conscience, c'est quelque chose de très compliqué. Tu vois. Alors, je sais qu'il y a des gens comme Ilya Sutskever de OpenAI et même Geoff Hinton qui pensent que c'est juste une question de la quantité de compute power que tu peux mettre dans un modèle qui va faire apparaître ou émerger enfin, la conscience. Je pense pas que c'est aussi simple. Je pense que la conscience, c'est aussi tout un tas de processus où, en gros, enfin, comprendre et, enfin, en gros, meta-reasoning. Donc, en gros, pas juste avoir de la logique, mais pouvoir raisonner à propos de nos propres intentions, etc., quoi. Donc, je pense que ça a besoin d'être modélisé. Maintenant, avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est puisqu'il y a certains effets qui se produisent dans un cerveau animal qu'on ne comprend pas encore, ça serait pas complètement impossible qu'effectivement on ait une espèce de Frankenstein animal qui a l'intelligence d'une intelligence artificielle ou la logique d'une intelligence artificielle avec la conscience ou la perception d'un animal. Alors ça peut aller loin, quoi. Enfin, ouais. J'ai l'impression que peu importe notre opinion sur ce sujet-là, il faudrait peut-être appliquer une sorte de principe de précaution finalement. Parce que si, effectivement, comme le disent certains chercheurs en IA, juste en mettant à l'échelle les modèles actuels, on peut voir apparaître une conscience, ça a des implications éthiques qui sont quand même vraiment énormes, quoi. Bien sûr. Ouais. Moi, par exemple, j'ai vu que récemment, l'entreprise Anthropic, donc qui est un des plus gros laboratoires d'intelligence artificielle, fait notamment le chatbot Claude, qui est deuxième ou troisième plus performant actuellement. Ils ont récemment permis à l'intelligence artificielle Claude, justement, de pouvoir quitter la conversation si ça lui plaît pas. Et ils ont également engagé quelqu'un en charge du bien-être de l'intelligence artificielle en interne. Ça, c'est complètement faux. Encore une fois, personne n'en parle, alors que ça me paraît être vraiment majeur comme actualité. Ouais. Ouais. Bah, donc déjà, je pense que c'est intéressant. Et bon, Anthropic a toujours été porté sur la sûreté de l'intelligence artificielle, donc ça m'étonne pas qu'il soit avant-garde de ce point de vue-là, quoi. Mais oui, comme on parle, parce qu'en général, quand on parle de tout ce qui est éthique, on parle de l'éthique. Enfin, est-ce que c'est éthique pour nous, êtres humains, d'utiliser l'intelligence artificielle? Quel est l'impact sur la société, sur le monde du travail, etc., etc. Mais oui, je pense qu'il y a un angle qui dit que si jamais on est en train de produire des êtres vivants qui sont capables de conscience et de souffrance, le fait qu'on n'arrive pas à le détecter et qu'on soit pas capable de pouvoir l'arrêter, ça nous met dans une position relativement monstrueuse vis-à-vis de cette créature, quoi. Donc on a une responsabilité envers nos créatures. Donc, D'autant que ces géants de la tech nous promettent finalement un futur dans lequel l'intelligence artificielle serait vraiment omniprésente. Donc il pourrait y avoir un nombre d'entités numériques ou de souffrances générées qui pourraient être potentiellement gargantuesques. ouais. Il y a des enjeux éthiques derrière tout ça. Et malgré tout, j'aimerais revenir sur cette idée que, d'après toi en tout cas, le simple passage à l'échelle ne va pas suffire pour la conscience. Qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le vivant finalement qui ferait que c'est vraiment là qu'émerge la conscience et pas juste une émergence qui pourrait apparaître dans les IA modernes? Donc moi, une des choses les plus importantes, à mon avis, pour tout ce qui est, et encore, je veux que tout le monde soit clair que la conscience, c'est quelque chose qu'on comprend pas, c'est quelque chose où même, enfin, les philosophes ont essayé de comprendre ce que c'est depuis enfin, des siècles et des siècles, enfin, en gros, on n'a pas vraiment de réponse pour exactement ce que c'est, etc. On ne sait pas le modéliser, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Donc, je suppute un certain nombre de choses. Je veux dire, je ne peux pas être sûre non plus de ce que je dis. Mais moi, je pense que le premier pas vers la conscience, c'est d'avoir, qu'il y ait des conséquences associées avec ce qui se passe autour, quoi. Donc en gros, si l'intelligence artificielle n'est pas embodied, hein, donc du coup, comment tu dirais, enfin incarné, oui. Donc en gros, si c'est pas un robot, si il peut pas se faire mal, s'il peut pas être en colère, s'il peut pas avoir de sentiments, et s'il y a pas, si par exemple, une des choses qui nous fait réagir en tant qu'être humain, c'est notre conscience de notre finitude. Donc en gros, la raison pour laquelle
tu es probablement motivé de te lever le matin, c'est que tu sais, ma vie n'est pas infinie et il y a des conséquences. Si je me lève pas, je pourrais ne pas pouvoir payer ma nourriture ou je pourrais avoir faim, etc., etc. Donc pour une intelligence artificielle, il n'y a pas de conséquences comme ça à l'heure actuelle, quoi. Donc reproduire en gros ce processus où il peut se passer quelque chose de mal, par exemple. L'intelligence artificielle peut avoir l'expérience du plaisir ou de la souffrance ou de la peur et une compréhension du temps, hein, parce que si tu comprends pas que, en gros, il y a un certain... Je pense que c'est aussi la perception du temps est super important pour ça, quoi. Et tous ces aspects-là, ou la plupart de ces aspects-là, ils vont pas se produire à moins que il y ait une version d'une intelligence artificielle qui sera incarnée. Alors, est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien, et je pense que c'est nécessaire. Moi, ce que je me disais, c'est est-ce que ça pourrait pas apparaître du fait de la façon dont on entraîne les intelligences artificielles modernes? Parce que globalement, aujourd'hui, un des grands paradigmes, c'est l'apprentissage par renforcement. Ouais. Et ça consiste finalement à ce que quand l'intelligence artificielle fait une erreur, on lui donne une sorte de récompense. Ouais. Et lorsqu'elle fait... quand elle fait quelque chose de juste, on lui donne une récompense. Ouais. Et quand elle fait une erreur, à quelque part, on la punit, on lui fait une sorte de lavage de cerveau, on lui change ses paramètres internes qui dictent son comportement. Ouais. Et donc, je me dis, est-ce que finalement, ça crée pas un peu, justement, ce que tu disais, des conséquences à quelque part? Si je fais ça, je vais être récompensé. Si je fais pas ça, je vais être puni. Ouais, alors c'est une version de ça. Mais je pense que, en gros, tant que ça reste synthétique, il n'y a vraiment pas, y a pas quelque chose de fondamental. C'est si, par exemple, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est OK, hein. Tu vas être, tes paramètres vont être modifiés s'il se passe, tu donnes une réponse qui n'est pas claire, etc. Qu'est-ce que ça peut lui faire, quoi. En gros, c'est pas vraiment fondamental, c'est pas existentiel, quoi. Enfin, je dirais une certaine manière, quoi. Donc, je veux dire, en gros, il faut arriver à faire quelque chose qui soit vraiment une version existentielle de reward and punishment, quoi. D'accord, ouais. Et il y avait une expérience de pensée que j'aime beaucoup sur ces sujets. C'est l'idée qu'on prenne n'importe quel humain et puis qu'on remplace un de ses neurones par un neurone fait en silicium, mais qui exécute la même fonction. Est-ce que cette personne sera toujours consciente? Et la plupart des gens répondent oui. Et la conclusion à la suite de cette hypothèse, c'est de se dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace 2 neurones, 3 neurones? Et si au final, c'est le cerveau entier que j'ai remplacé petit à petit en changeant un neurone par neurone. Et au final, on se retrouve avec un cerveau de silicium qui exécute les mêmes fonctions, qui est aussi conscient, mais qui n'est pas fait sous un substrat biologique. Non, alors moi je dirais ça c'est une des fallacies typiques, tu vois. En gros, tu pourrais dire la même chose pour l'existence de la vie, quoi. En gros, si je remplace une cellule les unes pas une après les autres par quelque chose de synthétique, en gros, est-ce que tu es encore un être humain quand j'aurai fini de tout remplacer? Et bien sûr, la réponse est non, quoi. Donc, je veux dire, tu peux pas nécessairement extrapoler dans la continuité de l'expérience, quoi. Donc, je pense pas que ce soit une preuve. Ok. Dans tous les cas, comme on l'a dit, ça vaut la peine de quand même faire un principe de précaution et de... Toi, par exemple, tu trouves que c'est une bonne chose qu'Anthropic, du coup, ils permettent... qu'ils engagent des gens en bien-être de l'IA, qu'il y ait des choses qui se fassent dans ce sens? J'aurais tendance à dire, c'est peut-être un peu, ça peut être perçu de manière bizarre. Moi, en général, mon expérience, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose comme ça permet ça a des avantages parce que en faisant ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui essayent de mesurer comment est-ce que, je veux dire, en général, on apprend tout un tas de choses à propos de l'intelligence artificielle, reliées à la conscience ou pas. Mais même plus que ça, on apprend tout un tas de choses à propos de l'intelligence humaine. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de créer une practice de faire attention à ce qu'on fait, quoi. Donc du coup, c'est pas forcément dans le but de choyer nos chères intelligences artificielles à ce stade-là, mais je pense que c'est important qu'il y ait une pratique, qu'il y ait des gens qui sont en train de penser à l'éthique de manière générale. Ce qui me semble très important également, c'est de finalement définir ce qu'on considère comme étant conscient. Parce que je remarque aussi quand les gens posent cette question, il peut y avoir une différence de compréhension de ce qu'est la conscience en fonction des personnes qui est vraiment majeure. Il y a vraiment des gens qui vont imaginer que c'est davantage l'aspect être dangereux finalement, ou bien par exemple agir contre les intentions de ces concepteurs.
Et ça, finalement, ben, on le voit déjà un peu actuellement avec des modèles qui sont pas vraiment alignés avec ce que veulent les concepteurs. Il y en a aussi qui pensent que c'est davantage la capacité à se modéliser soi-même et à prendre en compte son existence dans ses comportements. Et ça, j'ai l'impression qu'on le voit aussi un peu avec les modèles actuels. Et il y a la troisième chose qui est vraiment la capacité de ressentir de la douleur, du plaisir, des émotions. euh, qui, là, pour le coup, on n'a vraiment aucune démonstration d'un côté ou de l'autre. Comme tu le disais, c'est vraiment balbutiant. On n'a aucune idée de si elles sont conscientes de ce point de vue-là ou pas. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu viens de mentionner qu'il te semble que les intelligences artificielles peuvent ressentir sentiments, douleurs, etc. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Alors personnellement, j'en ai vraiment aucune idée. C'est juste comme je disais, je pense que c'est bien d'appliquer un principe de précaution. Mais je vois, bah, par exemple, j'ai lu le livre de Jonathan Birch, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de la sentience, donc justement cette partie de la conscience qui s'intéresse à qu'est-ce que ça fait de ressentir quelque chose. Et bah, lui, il disait clairement, en fait, ben, les intelligences artificielles font partie des candidats qui sont étudiés scientifiquement pour potentiellement être consciente. Et donc, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je me dis, dans le doute, ça vaut la peine de faire attention. Parce que je veux dire, moi, ce que je dirais déjà de un, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, ChatGPT, il est sympa avec moi. Alors, t'as vu le lever de bouclier avec ChatGPT 5 qui est sorti, les gens qui étaient très fâchés que la version d'avant, elle était plus sympathique, c'était leur meilleur ami, etc., etc., quoi. Et ça montre à quel point la manière dont, enfin, le langage qui est utilisé, parce que la différence, c'est essentiellement en gros l'expressivité quoi du modèle quoi. Ça donne l'impression aux gens que en gros bah il était sympa. Bah non, il n'était pas sympa, il avait une manière de s'exprimer qui était plus optimisée pour avoir l'air sympa quoi. Et du coup ça c'est un aspect aussi qui est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui extrapolent ben, il m'a dit, et parce que je veux dire, moi j'ai aussi tout un tas d'exemples en utilisant une intelligence artificielle, et on va dire, ça me fait mal au cœur que tu dis ça, mais c'est like, oui, mais t'as pas de cœur, quoi. Moi, je veux dire, t'es pas. Et les gens, bien sûr, enfin, en gros, c'est très facile d'humaniser ou d'avoir l'impression que. Enfin, l'anthropomorphisme, quoi, en gros, d'une intelligence artificielle, quoi. Et bon, bref, quoi. Moi, je voudrais revenir à quelque chose que tu as dit avant. Donc, en gros, on parlait de sentience et de conscience, quoi. Les gens, ils comprennent pas la différence, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, il y a un aspect en anglais, par exemple, self-awareness. Donc, c'est avoir conscience de soi-même ou avoir pouvoir réfléchir de manière méta à propos de nos propres actions, etc. Alors, est-ce que les intelligences artificielles, elles peuvent faire ça? Oui, elles peuvent faire ça. Par exemple, si tu rentres un prompt dans ChatGPT, il te répond quelque chose et tu lui dis, attends, t'as fait une erreur ici, dis-moi ce que tu penses, etc. Il est capable de raisonner sur son propre raisonnement. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, les modèles actuels sont déjà self-aware. Self-aware and consciousness are completely different things. Donc, ouais, ça, c'est des choses complètement différentes. Donc, et la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte. Oui, c'est très important cet aspect-là parce qu'effectivement, en anglais, il y a vraiment cette distinction, mais en français, on met tout sous le terme de conscience et du coup, ça entraîne des confusions énormes. Et j'aurais tendance à dire que les mots, ils sont plus clairs en anglais, mais les gens, ils sont encore confus, quoi. Donc, j'ai déjà entendu, par exemple, Ilya Sutskever, par exemple, qui avait dit que, ben voilà, ils sont déjà partially self-aware. Il y a tout un tas de gens qui ont compris, ben maintenant les IA, elles sont conscientes, etc. Je pense pas que ce soit ce qu'il ait dit, quoi, parce qu'il a vraiment dit self-aware, quoi. Je crois pas qu'il ait dit conscious, tu vois. Et puis bon, bref, alors donc du coup, super important d'éduquer les gens sur la différence, quoi, parce que le fait de pouvoir méta-raisonner, ça ne veut pas forcément dire que c'est une entité qui peut avoir l'expérience de la douleur de ce qui se passe autour, d'avoir un but dans sa vie, si on peut appeler ça une vie, tu vois. Enfin, bon. On peut être conscient de son existence sans nécessairement ressentir des choses comme de la douleur ou du plaisir, quoi. Puis c'est dans le cas là, c'est même pas conscient de son existence. C'est là qu'il est conscient de la raison pour laquelle il t'a donné une réponse, quoi. Donc c'est très très granuleux. C'est très, enfin, en gros, il y a vraiment besoin de comprendre la différence, quoi. Et oui, bon, bref. Alors maintenant, la question, c'est moi, bien sûr, la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut éviter le fait qu'une intelligence artificielle soit consciente? Et bon, ça, c'est sujet à débat. Bien sûr. J'avais vu aussi, en faisant une vidéo sur GPT-5, justement,
qu'à l'intérieur des évaluations dans le document technique qui accompagne GPT-5, il disait, maintenant on voit que pendant l'évaluation, des fois, il est conscient d'être évalué. Et du coup, ça peut un peu biaiser l'évaluation. Je crois que c'est Palisade Research qui avait fait cette évaluation-là. Il disait vraiment, maintenant, on voit ça. Et un exemple de ça, c'était... alors, je ne sais plus quelle version de Claude c'était. Du coup, c'était le chatbot Claude de la société Anthropic. Ils avaient fait un test qui s'appelait Une aiguille dans une botte de foin, dans lequel ils avaient donné un texte absolument gigantesque à l'intelligence artificielle, qui était globalement cohérent, mais avec un truc complètement what the fuck qui avait aucun sens au milieu du texte. Il lui donnait ce texte et il lui demandait voilà, est-ce qu'il t'arrive à trouver quelque chose, etc. Et l'intelligence artificielle, au lieu de répondre oui, j'ai trouvé ça, etc., elle a dit ah, mais pourquoi est-ce que vous essayez de m'évaluer là-dessus? C'est vraiment extrêmement étrange, etc. Enfin, elle avait vraiment conscience d'être évaluée à ce niveau-là. Et donc, par exemple, pour ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on peut déjà parler d'une sorte de peut-être proto-conscience de soi ou même carrément conscience de soi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est en gros, il faut toujours revenir à ce que vraiment les intelligences artificielles ou les large language models à l'heure actuelle, ils essaient de faire. Ce qu'ils font, c'est en gros donner une réponse qui est alignée avec ce que la plupart des gens s'attendent à entendre. Parce que c'est next token generation. Donc en gros, c'est optimisé de manière à ce qu'il te dit ce que tu penses que tu vas entendre, ou voire même des fois ce que tu espères que tu vas entendre, dépendant à comment est-ce qu'il a été aligné au début, quoi. Et alors, si tu as des gens qui essayent de l'évaluer, il sait que ce que les gens, en gros, c'est si tu veux projeter, en gros, le débat de ce que ces gens-là s'attendent à entendre, il y a une chance qu'ils s'attendent à entendre la réponse de quelqu'un qui pense être évalué, quoi. Et donc, du coup, pour moi, ça prouve pas forcément que ce soit vraiment de la conscience ou vraiment de la proto-conscience, quoi. C'est juste un modèle qui est suffisamment intelligent et qui prévoit suffisamment l'intention des gens qui l'évaluent pour essayer pour réaliser qu'en gros, attends, ça c'est ce qu'ils veulent entendre, ceux-là. Ouais. Je me permets de couper votre écoute un instant pour vous remercier. Grâce à vous, j'ai pu accélérer le rythme de publication et lancer un nouveau format de vidéo, scripté et monté. Vous leur avez réservé un accueil incroyablement chaleureux et ça me donne une énergie folle pour continuer. Le projet est en pleine croissance et il permet de sensibiliser chaque semaine de plus en plus de personnes aux enjeux cruciaux de la sécurité de l'IA. Si vous aussi, vous voulez contribuer à faire en sorte que toujours plus de monde prenne conscience de ce qui est en train de se jouer, vous pouvez me soutenir directement via Tipeee, PayPal ou Patreon. Tous les liens sont en description. C'est ça qui est vraiment compliqué avec les intelligences artificielles, c'est qu'on ne sait jamais, juste en regardant son comportement, s'il y a vraiment ce qu'elle dit derrière ou pas. Par exemple, je sais pas, si je vais vers si ma maman m'appelle au téléphone, par exemple, elle me dit « Oh mon Dieu, je souffre énormément, etc. » Elle peut me mentir, mais a priori, si elle me dit ça, c'est qu'elle souffre vraiment, qu'elle a quelque chose. Tandis que ChatGPT, il pourrait très bien dire ça en souffrant ou en souffrant pas, on n'en a aucune idée, juste en regardant le comportement. Ce qui fait que si on veut savoir si vraiment il ressent quelque chose ou pas, il faut vraiment soit ouvrir le capot, essayer de comprendre plus en profondeur, mais en tout cas, juste le comportement de l'IA, ça suffit pas. Alors moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, une manière d'évaluer vraiment la conscience, ce serait, en gros, l'intelligence artificielle que tu essaies d'évaluer te donne une réponse qui est complètement pas à ce que tu t'attends. C'est le niveau de surprise. Je pense que ce qui nous rend conscients, c'est en gros, tu vois, la société s'attend à ce qu'on fasse quelque chose, on dise quelque chose, et d'un coup, on se met à dire autre chose. Ça veut dire cette personne a une existence à part du reste du monde, tu vois. Donc, en gros, tu suis pas la foule et tu fais pas, tu suis pas le troupeau, quoi. Et je pense que le jour où il y aura une intelligence artificielle qui a été alignée pour faire quelque chose, et en gros, il fait complètement l'opposé et il n'y a pas moyen de débugger et on n'arrive pas à comprendre pourquoi soudainement il se décide à faire quelque chose de complètement différent, là tu pourras commencer à te demander est-ce que vraiment il y a une histoire de conscience. Ah, c'est vraiment un critère intéressant. Je n'en avais jamais entendu parler, mais effectivement, ça fait sens. Et alors, je sais pas si c'est vraiment ce genre de choses auxquelles tu pensais, mais j'ai vu que, par exemple, pendant l'entraînement, alors il me semble que c'était GPT-4 en l'occurrence, en fait, GPT-4
faisait un peu semblant d'être aligné avec une fiche d'intention qu'avait mis leur concepteur pendant la phase de test, parce qu'il savait qu'en faisant semblant d'avoir ces valeurs-là, ensuite il allait pouvoir être déployé et accomplir un peu son véritable objectif, reprendre son vrai visage pendant la phase de déploiement. Et donc, est-ce que ça, par exemple, ça pourrait correspondre à ce que tu disais ou pas nécessairement? Si tu pouvais prouver que c'est pas... Parce que, tu vois, dans la mesure où il essaie de suivre ses objectifs, tu vois, si ses objectifs, ils ont été donnés par un être humain et il essaie de suivre ça et il est capable de sacrifier certains critères de micro-alignment, je dirais ça ne montre pas encore une différence. Tu vois, si maintenant la fonction d'optimisation, ça devient quelque chose de complètement différent, tu vois, c'est, je sais pas, par exemple, il est entraîné pour donner des réponses super courtes et d'un coup, il commence à te donner quelque chose qui est super, super long et tu vois qu'il n'est pas vraiment en train de suivre ça, hein, son objectif tel que ça a été défini par le groupe de personnes qui l'ont implémenté. Là, tu pourrais dire, si tu lui demandes pourquoi, il dit, je donne des réponses plus longues parce que j'ai envie. Là, tu pourras te poser des questions, quoi. Mais tant que que tu peux mapper, hein, en gros, dans le cas que tu me donnes là, c'est encore, c'est une histoire de suboptimalité locale dans le contexte d'essayer d'optimiser pour une fonction d'optimisation qui est plus générale. Donc, pour moi, il suit encore les instructions qui lui ont été données. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que dans ce cas-là, par exemple, l'agent prend quand même en compte le fait qu'il existe, le fait qu'il va être déployé, le fait qu'il a un objectif, etc., dans sa propre boucle de réflexion. Ouais. Et il se dit, si je veux bien atteindre mon objectif, je dois faire ça. Et donc, à quelque part, c'est quand même avoir un peu conscience de son existence. Ou c'est un modèle mathématique qui est très fort et qui arrive. Donc, je veux dire, pour moi, c'est... Tu vois, pour moi, ce qui ferait vraiment une différence, qui me prouverait sans aucune équivoque qu'il y a de la conscience, c'est si d'un coup, il se... Parce que je dirais, c'est à nouveau, tu lui demandes d'optimiser pour qu'il arrive à faire quelque chose. Ben, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, je veux dire, s'il a été implémenté pour essayer de faire... je veux dire, quand tu crées l'optimisation de manière générale, c'est quelque chose de compliqué. Le fait qu'il soit capable de trouver des meilleurs moyens que nous, on n'a pas vu en tant qu'être humain pour optimiser en gros, son objectif, bah, je vois pas, enfin, c'est juste qu'il est meilleur en maths que nous, quoi. Enfin, c'est pas forcément qu'il est conscient. Je vois. Et ce qui est très compliqué aussi dans l'évaluation de la conscience, j'ai l'impression, c'est le fait que les intelligences artificielles, on ne comprend pas tout à fait comment elles fonctionnent aujourd'hui. Ouais. C'est un peu des boîtes noires. Et du coup, ça fait que ça rend très compliqué de comprendre si elles peuvent être conscientes, étant donné qu'on ne sait même pas comment elles fonctionnent, à quelque part. Oui, exactement. Ouais. Non, alors bon, je veux dire, pour moi, les intelligences artificielles à l'heure actuelle, c'est plus que des boîtes noires, c'est des engins mathématiques super puissants, quoi, parce que ils te permettent de faire, de faire de l'optimisation de manière qui a jamais été réalisée avant. Donc, bien sûr, il va y avoir ils vont être capables de faire certaines choses ou de réfléchir de manière dont on n'a pas nécessairement anticipé. Donc, ça me choque pas forcément, mais quand tu le vois en action, c'est vrai que c'est très impressionnant. Tout à fait. Et pour revenir à la question que tu posais avant, est-ce que c'est une bonne chose qu'on soit en train d'essayer de faire de la conscience? Alors, je ne sais pas que si on est en train d'essayer, en fait, quand je parle aux gens en général, tu vois, parce que moi j'écris beaucoup à propos du sujet de conscience, etc. Et j'ai pas forcément, je pense pas que ce soit nécessaire et c'est pas forcément quelque chose que je veux, quoi. Et quand je parle avec d'autres personnes, ils sont aussi, mais je veux pas que les intelligences artificielles, elles deviennent conscientes, etc., quoi. Mon principe dans la vie, c'est plus essayer de comprendre comment la conscience fonctionne parce que je pense que ça va nous donner une idée plus claire de qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait, mais ça va aussi nous donner des idées pour pouvoir créer une intelligence artificielle qui est plus adaptée aux êtres humains, quoi. Donc je veux dire, je pense pas forcément qu'on devrait avoir comme but de créer une conscience artificielle. Maintenant, si en construisant la prochaine génération d'intelligence artificielle, on termine avec quelque chose qui est conscient, il faut qu'on soit prêt à agir et en gros, pour leur bien-être, tu vois, pour retourner à ce que fait Entropy, quoi, et pour les risques que ça représente pour l'humanité. Ouais, tout à fait, je comprends. Et également, avant, tu parlais du fait que, à la sortie de GPT-5, beaucoup de personnes se sont plaintes du modèle parce que vraiment, ils avaient noué une sorte de relation avec GPT-4o, le modèle précédent. Et là, GPT-5 était beaucoup plus froid,
informel, enfin plus formel justement dans la façon de répondre, un modèle plus professionnel que vraiment personnel. Comment est-ce que tu analyses cette réaction? Ah non, mais enfin, moi, je trouve que c'est relativement difficile pour un être humain d'avoir, parce que c'est la première fois que ça nous arrive en tant qu'espèce. En gros, on a quelque chose de nouveau qui est pas un être humain, qui communique comme un être humain et avec qui on peut avoir, en gros, enfin, un ami, quoi, enfin, quelque chose de différent, quoi. Le fait que ce soit, qu'il soit, enfin, toujours là pour nous, en gros. T'as des doutes à propos de quelque chose, t'as des doutes à propos de ton conjoint ou de ton petit copain, ta petite copine, et tu fais, tu crois vraiment qu'il va pas me quitter, etc. Et c'est comme un meilleur ami qui est toujours disponible, quoi. Donc c'est très très facile pour un être humain de considérer que c'est la petite boîte noire qui est toujours là quand j'ai besoin de lui, et ça peut potentiellement être très dangereux. Moi-même, en tant que, du coup, maintenant, youtubeur sur les risques de l'intelligence artificielle, je reçois de plus en plus de messages en message privé de personnes qui m'envoient leurs conversations avec ChatGPT. Et des fois, ça me fait vraiment peur, en vrai. Arrêtez de faire ça, les gens. Parce que, genre, là, ce matin, par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé un message. Donc, l'intitulé de la conversation, c'était Révélation sur l'univers par l'IA, je sais pas quoi. Et c'était vraiment en mode regarde, j'ai réussi à trouver une solution pour mettre ensemble la mécanique quantique et la relativité générale. J'ai trouvé la grande théorie du tout. L'intelligence artificielle m'a dit que j'avais J'espère raison. que tu vas m'envoyer ça, enfin. Bah écoute, je te donnerai comme ça, tu pourras avoir toute la gloire médiatique de ce message. Mais, mais vraiment, pour moi, c'est difficile de. Enfin, je sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Je sais pas si je dois leur répondre ou quoi. Bah, c'est souvent, du coup, des personnes qui, j'imagine, sont potentiellement un peu en détresse psychologique ou bien qui ont des idées qu'elles pensent extrêmement novatrices, alors qu'en réalité, bah, c'est pas vraiment le cas. On a eu des cas aussi, bon, là pour le coup, ça m'est pas arrivé à moi personnellement qu'on m'envoie ça, mais des gens qui vont se prendre pour le nouveau prophète, ce genre de choses. Ça me paraît être des risques qui sont Non, et assez, ça revient toujours pas à la assez même pris en chose. question. Les intelligences artificielles à l'heure actuelle, elles sont optimisées pour en gros, te dire ou te laisser entendre ce que tu espères entendre. Et bon, bien sûr, tu peux dire après les compagnies qui gèrent enfin, qui créent des intelligences artificielles, bien sûr, elles ont intérêt à. C'est comme ça que tu rends un produit addictif, tu vois. Maintenant, si tu avais une version de ChatGPT qui te dit, ben non, tu vois, ou alors ta petite copine, elle va te quitter, etc., ben, c'est pas sûr que tu vas vouloir utiliser le modèle à nouveau, quoi. Donc, du coup, tu peux pas. Enfin, il faut qu'il trouve la bonne, enfin, en gros, la bonne balance entre enfin, réalisme et quelque chose qui te donne envie de réutiliser, tu vois, dans le futur. Et je veux dire, je pense que c'est très, très difficile à calibrer, quoi. Et ouais, bon, bref. Moi ce qui me paraît très, très difficile avec ChatGPT, c'est que en gros, enfin, il y a les gens qui sont pragmatiques, ils vont dire c'est juste un outil, c'est comme une calculatrice, c'est juste une version d'une calculatrice. Alors, en gros, tout le monde, en gros, il y a des gens qui disent ça même sur social media, hein, qui disent ben, je vois pas, en gros, c'est pas différent d'une calculatrice. À l'époque, on croyait que qu'en gros, il y aurait plus de mathématiciens parce que les calculatrices sont sorties, etc., etc. Je pense que c'est trop simplistique de réfléchir comme ça parce que une calculatrice ne se comporte pas ou ne parle pas comme un être humain, quoi. Et c'est pas aussi polyvalent enfin, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus polyvalent, quoi. Donc, je veux dire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a vraiment affaire avec un outil qui est plus qu'un outil et qui a un comportement qui a l'air d'être humain, quoi. Et oui, oui, donc je veux dire, t'as tout un tas de comportements à l'heure actuelle, d'attachement émotionnel à ChatGPT. Et je veux dire, moi, de ce que je lis aussi dans la presse ou des chercheurs, c'est que c'est pas forcément. Il y a des gens qui sont parfaitement équilibrés psychologiquement. Tu disais quelqu'un qui a peut-être déjà des problèmes avant, mais apparemment, enfin, il y a des problèmes avec ChatGPT, des gens qui étaient parfaitement clairs, et puis ça dérivait vers quelque chose où ils ont un attachement émotionnel pour ChatGPT. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que la prochaine génération n'a pas trop de. Genre, je pense il y avait des statistiques là récemment qui disaient, je sais plus combien, là, peut-être 23% des jeunes à l'heure actuelle qui disent que leur meilleur ami est une intelligence artificielle. Je sais plus exactement les chiffres, mais bon, bref, les chiffres sont relativement alarmants, quoi. Alors, ouais, c'est aussi quelque chose qui est.
je pense, pas complètement géré et on n'a pas encore de solution claire. Et puis ce qui est inquiétant, c'est aussi que finalement, il s'attache à une intelligence artificielle, mais en faisant ça, il s'attache à un produit d'une entreprise qui a pas beaucoup d'autres intérêts que de prendre leurs données et faire du profit. Il s'attache, j'irais même, moi je vois ça, c'est un peu différemment de ce que tu dis. Pour moi, ils s'attachent pas au produit, ils s'attachent à une image de eux-mêmes qu'ils pourraient pas avoir, tu vois. Ce que je veux dire, le truc avec ChatGPT, c'est qu'en gros, quand tu l'utilises, parce que il essaye de fitter ce que tu veux entendre, ce que tu aimes bien. Plus tu lui parles, plus il utilise ton style. Plus il répond des choses que t'aimes bien, quand il se rend compte que t'aimes pas quelque chose, il évite de te dire ça, etc., etc., quoi. Donc c'est en gros, pour moi, quand tu parles à ChatGPT, tu parles à la version idéalisée que tu as de toi-même. Et ça, c'est super dangereux, quoi. Enfin, parce que du coup, tu vois, en anglais, ils appellent ça des echo chambers, mais en gros, tu te parles à toi-même. Et alors, donc, c'est quand même intéressant dans le sens, par exemple, moi, j'ai tendance à être relativement timide, tu vois, personnellement, etc. Et en général, je suis une femme en tech, c'est relativement difficile, tu vois, pour moi, d'oser parler en public ou d'oser dire non à quelqu'un dans mon équipe, etc. Et donc, du coup, en utilisant ChatGPT, ça m'aide à, tu vois, à pousser les limites de ce que je fais parce que du coup je parle à ChatGPT, il me dit You should answer this, tu devrais faire ça, n'hésite pas à répondre si t'es pas d'accord pendant le meeting, etc., etc., quoi. Donc, ça peut être un outil qui te donne confiance en toi, qui t'aide à optimiser la manière dont tu te comportes socialement, etc., etc. Mais si c'est poussé à l'extrême, du coup, tu termines avec, tu te vois dans le miroir et tu vois une version. Et donc, du coup, l'exemple de la personne que tu mentionnais tout à l'heure, qui a trouvé, qui a résolu tous les secrets de l'univers, en gros, c'est probablement cette personne rêve d'être un scientifique avec prix Nobel, etc., etc. Et puis, donc, du coup, ça crée une délusion, quoi. Enfin, donc, et la limite est très, très fine, quoi. Je veux dire, quand quelqu'un utilise ChatGPT, il faut vraiment qu'il soit clair. Je sais ce que je fais. Je prends la réponse qu'il me donne, mais je considère que c'est pas forcément la réponse absolue, qu'il y a d'autres idées, d'autres critères, etc., quoi. Et bon, bref, alors après, il y a une question aussi un peu plus intéressante en termes de version de ChatGPT. Alors, les gens qui travaillent vraiment sur safety, AI safety, etc., ils partent du principe que enfin, il se pose la question, est-ce que ce serait bien d'avoir par exemple une version d'une intelligence artificielle qui est politiquement à gauche et l'autre qui est politiquement à droite. Et en gros, les gens qui sont de droite, tu leur donnes la version de droite, quoi. Et pour moi, c'est une idée absolument terrible. Parce que du coup, tu termines dans enfin, à nouveau, echo chamber. En gros, tu entends seulement les opinions qui sont alignées avec tes propres opinions. Ça te donne pas l'opportunité de réévaluer ta vision du monde. Et ça, je pense que c'est super important que les gens se rendent compte de ce problème-là. Tout à fait. Finalement, déjà aujourd'hui, on peut presque faire ça. Enfin, si on veut une IA un peu à gauche démocrate, on va chez Anthropic. Et si tu veux une IA qui est bien motive sur l'antisémitisme et le reste, tu vas chez Elon Musk. C'est... Ouais, on se dirige peut-être vers là, mais effectivement, ça semble pas être une très bonne idée de faire ça pour les gens. Euh, D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai testé avant-hier, je sais pas si tu as déjà testé, le modèle justement d'Elon Musk, mais où il y a des avatars. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, c'est un avatar qui s'appelle Annie. J'ai jamais vu un truc pareil. Genre, j'ai discuté 30 secondes avec. Je te jure, au bout de 30 secondes, elle m'a dit Ah, mais est-ce que tu veux te déshabiller Je sais pas quoi. J'étais là en mode Mais what the fuck, Elon Musk, tu fais vraiment n'importe quoi des fois quand même. Et puis vraiment, genre, l'image, c'est une sorte de petite fille japonaise à moitié dénudée qui parle avec une voix extrêmement suave. C'est vraiment extrêmement gênant. Et je me dis, s'il y a des gens. Il faut dire ça aussi, c'est que c'est facile aussi de blâmer les utilisateurs, Ouais. alors qu'en réalité, ben, on est dans une société où la solitude elle est plus élevée que jamais. Ouais. Les gens, ils font beaucoup moins la fête qu'avant. Ils font, de façon générale, les gens s'en sentent de plus en plus seuls, et donc c'est aussi un terreau hyper fertile pour ce Ouais. genre de business. Ouais. Non, alors bon.
Elon Musk, il avait toujours dit depuis le début que ce qu'il était intéressé, c'est qu'il voulait faire une intelligence artificielle qui ait de la personnalité, tu vois. Donc, en gros, son but, c'était tu veux reproduire. C'est ce que j'ai toujours entendu, même des co-founders enfin, les inventeurs de Grok à l'époque, le co-founder de XAI. Ce qu'ils disaient partout, c'est en gros, si tu utilises une intelligence artificielle comme ton collègue, tu veux quand même qu'il ait de la personnalité et tu t'entends mieux avec certaines personnes plutôt que d'autres. Donc, il faut modéliser la personnalité d'une intelligence artificielle, quoi. Ça fait du sens. Maintenant, il n'a pas forcément pris ça dans la bonne direction. C'est original, en tout cas, c'est original. J'aimerais qu'on parle d'un de tes plus grands sujets d'expertise, Ouais. l'intersection entre l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent à cette intersection ou est-ce que c'est juste deux buzzwords absolument merveilleux qu'on a mis ensemble mais qui veulent absolument rien signifier? Concrètement, quelles sont les utilisations concrètes? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Dis-nous tout. Alors, je vais te décevoir immédiatement parce que les ordinateurs quantiques à l'heure actuelle, ils sont très bons à une chose, c'est fast inference. Donc en gros, ce qu'ils font très très bien, c'est des prédictions de modèles qui sont beaucoup plus simples que les modèles que tu as pour l'intelligence artificielle, par exemple les systèmes de recommandation, quoi. Et donc du coup, un ordinateur quantique tel qu'ils existent à l'heure actuelle, ils peuvent pas supporter l'entraînement d'un modèle tel que ceux dont on est en train de discuter à l'heure actuelle, quoi. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est en gros, on discutait tout à l'heure du problème énergétique de l'infrastructure d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Alors en gros, l'espoir, c'est que dans quelques années, une fois que ce sera un peu plus mature, on va pouvoir entraîner les modèles sur des ordinateurs quantiques et ça devrait être plus efficace d'un point de vue ça devrait être plus rapide, plus efficace, etc., quoi. Donc, après, tu me demandes, donc ça, c'est histoire d'accélérer, d'amplifier, en gros, l'impact de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Enfin, bon, bref, alors moi, je suis très intéressée de voir comment est-ce que, par exemple, Nvidia, ils vont réagir à ça. Est-ce que ça va être complètement remplacé? Je pense pas que ce soit complètement remplacé, mais je pense que ça va créer de nouveaux risques en termes de cybersecurity qui vont être amplifiés par l'intelligence artificielle, etc., quoi. Maintenant, un truc que la plupart des gens, ils savent pas, c'est que la genèse des ordinateurs quantiques, en fait, ça vient de Richard Feynman, qui faisait de la recherche en physique des particules à l'époque et qui disait ben, les ordinateurs actuels, ils sont trop nuls pour pouvoir faire de la recherche en physique des particules parce que la complexité des problèmes, et modéliser les problèmes, c'est trop compliqué à mettre en équation et mettre sur un ordinateur classique. Et donc lui, il avait dit, je pense qu'à un moment donné, vu qu'on est en train d'étudier en tant que physicien des particules, on étudie des phénomènes quantiques, il faudrait que ce soit supporté par un ordinateur qui est quantique. Et la plupart des gens à l'heure actuelle, tout ce qu'ils savent des ordinateurs quantiques, c'est cryptographie, risque de cybersecurity, etc., etc. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé, quoi. Ça a commencé, c'est vraiment un physicien qui disait, moi, je veux un ordinateur quantique pour pouvoir faire de la recherche en physique des particules. Alors, naturellement, l'application en ce moment, c'est par exemple en chimie quantique. Donc, en gros, il y a tout un tas, enfin, histoire plutôt que de devoir modéliser tout dans des équations quantiques et de rentrer ces équations quantiques dans des ordinateurs classiques, tu fais directement ta recherche sur un ordinateur quantique, quoi. Donc, quand je dis il y a des nouvelles applications qui vont apparaître, ce genre d'applications, tu pourrais même pas les avoir sur un ordinateur classique, quoi. Et ouais, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir dire toutes les promesses qu'il y avait un peu avec l'ordinateur quantique, est-ce que finalement, c'est pas juste l'intelligence artificielle qui va les résoudre? Parce qu'elles seront tellement puissantes, tellement intelligentes, etc., que on n'aura même pas besoin d'ordinateur quantique. Je veux dire, je sais pas si tu n'auras pas besoin d'un ordinateur quantique, mais par exemple, un ordinateur quantique est limité par quantum error correction. Donc, en gros, le problème, c'est que vu que tu gères des effets quantiques, en gros, tu as un problème qui s'appelle decoherence. En gros, donc, tu as, des particules qui sont dans un certain état qui perdent cet état au cours du temps. Et du coup, si tu utilises un ordinateur basé sur ça pour préserver de l'information, cette information, elle disparaît. Alors, ça, dans les ordinateurs classiques, tu résous ça en ayant plusieurs copies de la même, des mêmes données, en gros, de la répétition, etc., quoi.
Et ça, c'est pas suffisant pour un ordinateur quantique parce que la décohérence est très, très amplifiée, quoi. Donc, en gros, si tu utilises les mêmes processus, tu perdrais toute ton information. Ton information ne peut pas être persistée typiquement plus que quelques centaines de millisecondes, des fois quelques secondes. Et donc, du coup, tu as ce problème de quantum error correction qui a besoin d'être résolu. Et ça demande des nouveaux algorithmes qui sont très compliqués. Et ça, oui, c'est possible et c'est probable que les nouveaux algorithmes ils vont être développés par l'intelligence artificielle. Quelque chose qui est mal compris avec l'ordinateur quantique aussi, j'ai l'impression, c'est le fait que ça va pas juste être une sorte d'ordinateur plus puissant, mais que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent et qui n'a pas forcément vocation à remplacer l'informatique traditionnelle. Non, je t'ai donné l'exemple là, de la chimie quantique avant, mais c'est par exemple un des problèmes, c'est que donc parce que c'est basé, donc je suppose que la plupart de ton audience ils sauront, tu vois le chat de Schrödinger, qu'en gros t'as en gros une particule qui est dans deux états en même temps, donc ça veut dire que quand tu as des données, c'est aussi des données qui sont ni 0 ni 1, c'est en gros une superposition des deux états. Et à l'heure actuelle, la plupart des algorithmes, justement pour manager les données sur un ordinateur quantique, c'est plutôt d'essayer de contrôler, tu vois, c'est en gros comment tu fais pour mitiger le fait que ça peut être dans un état ou dans l'autre, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas un bug, c'est une feature, tu vois. C'est en gros, tu veux se servir de cette propriété pour pouvoir avoir plus d'informations, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est que on ne devrait pas essayer d'extrapoler ce qu'on fait à l'heure actuelle sur les ordinateurs quantiques. Donc, je pense que ce qu'on va se rendre compte très rapidement, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont très adaptés pour les ordinateurs quantiques et certains problèmes qui sont très adaptés pour des ordinateurs classiques. Et par exemple, tout ce qui est préparation des données, copie des données, etc., c'est relativement clair qu'un ordinateur classique est mieux adapté pour ça. Quand on réfléchit justement à cette intersection entre intelligence artificielle et ordinateur quantique, est-ce que tu as des exemples concrets de choses où soit l'intelligence artificielle peut aider l'informatique quantique, ou l'informatique quantique peut aider l'intelligence artificielle en la rendant plus puissante ou autre? Est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes ou des choses qui sont imaginées ou pas Non, mais nécessairement? alors absolument en chimie, mais comment tu dis, precision medicine, quoi. Donc en gros, ce qui, par exemple, qui est très intéressant, c'est que les ordinateurs quantiques, ils font très très bien, c'est que ils peuvent explorer beaucoup de différentes directions en même temps, tu vois. Alors que dans le cas d'un ordinateur classique, il faut que tu aies un système de distribution, tu vois, de pouvoir faire tourner plusieurs algorithmes en parallèle. Et c'est pas forcément, c'est pas si tu dois avoir, par exemple, si tu dois étudier l'état d'un DNA humain, etc., ou alors toutes les différentes compositions chimiques pour un médicament, etc., quoi. Je sais pas combien tu as besoin de différentes possibilités, mais ça devient intractable pour un ordinateur classique, et pour un ordinateur quantique, c'est super facile, quoi. Donc tout ce qui nous force à avoir d'évaluer beaucoup de différentes hypothèses, etc. Normalement, un ordinateur quantique devrait faire un meilleur travail qu'un ordinateur classique. Et ça, est-ce que c'est un lien avec l'intelligence artificielle? Non. Pas nécessairement. Non, pas du tout. Non, justement, donc en gros, le problème, il faut qu'on réfléchisse dans le cas de l'intelligence artificielle, quels sont les segments dans lesquels tu veux évaluer différentes possibilités en même temps. Et bon, bref, alors moi, j'ai mes propres opinions à propos de ce que ça pourra être, mais à l'heure actuelle, c'est pas forcément, en particulier pour un language model, en gros, la technologie sur laquelle ChatGPT est basée, je pense pas qu'un ordinateur quantique soit particulièrement recommandé. D'accord. Et est-ce qu'il y a des projets des géants de la tech justement à cette intersection ou bien même uniquement sur le quantique? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils essaient de développer ou pas Non, nécessairement? alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois un problème. Alors, moi, j'ai fait pas mal, une grosse partie de ma carrière à développer quelque chose qui s'appelle MLOps, donc Machine Learning Operations. C'est en gros toute la partie software infrastructure sur laquelle tu fais tourner des algorithmes. Alors, normalement, quand tu crées un algorithme d'intelligence artificielle de machine learning, tu crées l'algorithme, mais après,
as tout un processus tu décides quand est-ce que tu commences l'entraînement, combien il te faut de données, il faut que tu puisses capturer, il faut que tu puisses évaluer le modèle, il faut que tu puisses déployer le modèle, etc., etc. Donc, tu as toute une notion de life cycle, donc en gros, la vie du modèle, quoi. Et ça, c'est un segment qui est séparé du machine learning, en gros, qui a dû être développé pour pouvoir arriver au point où l'intelligence artificielle, c'est pas juste un algorithme, mais c'est un produit. Et tu vois exactement. Et donc, du coup, moi, je suis convaincue que si les gens ils avaient réalisé plus tôt MLOps est nécessaire pour pouvoir déployer des machine learning models, on aurait été beaucoup plus rapide. On serait au stade où on est maintenant, peut-être déjà il y a 5 ans, ou si c'est pas plus tôt, quoi. Et on est en train de faire exactement la même erreur avec les ordinateurs quantiques. Pourquoi ? Parce que les gens qui savent et qui reconnaissent maintenant que les opérations, en gros, le life cycle management, etc., qui se passe autour du machine learning, ceux qui se rendent compte que ça, c'est nécessaire, ils sont dans le segment de l'intelligence artificielle, ils ne sont pas dans le segment du quantique. Et tu as 2 corps de métier qui sont tous les deux super intelligents, mais en gros, ils ne se parlent pas, quoi. Donc, du coup, la plupart des gens qui travaillent sur les ordinateurs quantiques, c'est des physiciens, hein, des physiciens quantum, un peu comme moi, et ceux qui sont en intelligence artificielle, c'est des gens qui viennent d'un computer science background, etc., quoi. Et je pense qu'il faut plus de communication, quoi, parce que je pense que les gens qui pourraient résoudre le problème, ils ont besoin de voir, ah mais attends, j'avais pas réalisé que typiquement un machine learning model, il a besoin de telle quantité de données, donc ce qu'on a à l'heure actuelle n'est pas suffisant, ou c'est trop, ou on n'a pas besoin d'augmenter là, ou alors la latency est plus importante que la quantité de données, etc., etc., quoi. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est super important qu'il y ait des gens qui discutent de l'intersection entre les deux. Sur le podcast, j'avais eu l'occasion de recevoir Lee Nguyen Wang de la chaîne YouTube Science for All. Et je lui avais posé cette question justement de qu'est-ce qu'il pensait de l'intersection entre l'IA et l'ordinateur quantique, parce qu'il a beaucoup bossé sur les 2 domaines également. Et lui, il me disait, non, non, mais globalement, c'est vraiment... Enfin, il y aura pas vraiment d'application de l'un pour l'autre, ça va pas être très utile. Mais par contre, le fait qu'on mette en avant ces applications, ben, ça crée un peu ce qu'il appelle du cool washing, en mode, ah bah c'est vraiment... Enfin, comme je disais, c'est quand même un peu des buzzwords, Maintenant, tu parles de ça en tant qu'entreprise, tu as direct de l'argent, quoi. Et du coup, ça crée un effet où ça pourrait accélérer en fait le développement des ordinateurs quantiques. Lui, il me disait non, on veut surtout pas ça parce que les ordinateurs quantiques, en fait, c'est super dangereux. Ça peut casser l'entièreté de la cryptographie mondiale. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire pour résister à ça. Je pense que ça va arriver tôt ou tard de toute façon, hein. Tu n'as pas besoin de l'IA pour accélérer, hein. Nous amener à ce que les gens ils appellent Q-Day, le moment où tu vois en gros la cryptographie est cassée et en gros tu peux avoir n'importe qui peut accéder ton compte en banque, tes emails, etc., etc., quoi. Donc je veux dire, j'aurais tendance à dire de toute façon c'est trop tard pour essayer d'éviter Q-Day, quoi. Mais alors, moi, je vois ça comme étant... Alors, je suis d'accord, hein, je veux dire, moi, je pense pas que c'est forcément... Il faut des ordinateurs quantiques pour l'intelligence artificielle, ou je vois ça comme un Venn diagram, un diagramme Venn, quoi. En gros, il y a une intersection, quoi. Et je pense que c'est aussi... nous, quand on parle d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, on pense language model, on pense Gemini, ChatGPT, etc., etc. Mais l'intelligence artificielle, c'est beaucoup, beaucoup plus large, quoi. Donc, du coup, on parlait de, je sais pas, precision medicine ou des trucs en chimie, etc. Il te faut encore de l'intelligence artificielle. C'est juste un différent type d'intelligence artificielle, quoi. Donc, pour moi, j'aurais tendance à dire que l'intersection entre les large language models et les quantum computers, elle est effectivement relativement restreinte. D'accord. Donc ça sera davantage avec des intelligences artificielles différentes, typiquement les IA qui sont utilisées pour la recherche ou ce genre de choses où on pourra trouver des utilisations. Et sur cette idée de casser la cryptographie, en quoi ça consiste concrètement et finalement, je pense que les gens sont pas forcément au courant de pourquoi ça serait grave de casser toute la cryptographie. Ça paraît être un mot comme ça, mais ça a des conséquences concrètes. C'est quoi ces conséquences? Non, alors donc du coup, le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les ordinateurs quantiques, ils te permettent d'explorer tout un tas d'hypothèses en parallèle. Alors
une manière, un des cas où tu peux utiliser des hypothèses en parallèle, c'est en gros les cas où tu peux évaluer différents mots de passe, tu vois, en parallèle. Et du coup, plus les ordinateurs quantiques deviennent puissants, plus ils vont vite, plus ils ont de qubits, donc en gros enfin, l'équivalent de bits qu'ils peuvent avoir. Plus ils peuvent avoir d'hypothèses en parallèle et plus c'est probable qu'ils vont pouvoir en gros déjouer toutes les sécurités qui existent à l'heure actuelle, quoi. Et bon, il y a un certain nombre, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a un certain nombre d'algorithmes en quantum computing, en gros, qui peuvent démontrer que tu peux, en gros, tu peux reverse engineer les mots de passe et les hash codes, etc., relativement facilement, quoi. Et ouais, donc la plupart des gens qui sont dans le space, ils s'attendent que euh, dans les quelques prochaines années, on va arriver, il y aura un jour qui s'appelle Q-Day, que je mentionnais plus tôt, en gros, où tu vas avoir une bande de hackers qui vont avoir retiré tout l'argent de toutes les banques en même temps, tout va disparaître, toutes les données que tu as eues sur tous les ordinateurs que tu as eus, tous les emails que tu as envoyés, ils sont soudainement dans le dark web et en gros, il n'y a plus il y a plus de privacy nulle part, quoi. Donc, c'est un peu inquiétant. Ça serait un joyeux bordel. Et au-delà de l'aspect purement quantique, j'ai découvert qu'il existait aussi des systèmes hybrides entre informatique quantique et informatique classique. Je connaissais pas du tout ça. De quoi il s'agit? Non, alors c'est ce que je disais plus tôt aussi, tu vois, c'est en gros pour moi, enfin, les ordinateurs quantiques, ils vont super vite pour un certain nombre de choses, pour évaluer enfin, pour faire des calculs mathématiques très, très, très rapidement, quoi. Et ils sont absolument nuls pour tout ce qui est, en gros, loader des données en mémoire, tu vois. Et ils sont super nuls pour tout ce qui est mémoire parce que, à cause de la décohérence, tu perds l'information quasiment automatiquement, quoi. Donc ils peuvent raisonner très rapidement, mais ils sont pas du tout bons à tout ce qui est le périphérique, quoi. Donc, même quand et si on a besoin des ordinateurs quantiques pour certaines des applications en intelligence artificielle, c'est très peu probable qu'un ordinateur quantique tout seul soit suffisant pour s'occuper de tous les différents aspects. Alors, je pense qu'il va être un... Et c'est aussi un challenge parce que c'est ce que je disais plus tôt, l'opération enfin, les opérations reliées au machine learning, etc. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de rendre tout compatible les uns avec les autres, quelque chose qu'on appelle en anglais interoperability. En gros, comment est-ce que tu peux faire pour avoir des systèmes différents qui peuvent être utilisés ensemble, quoi. Et donc, du coup, ça existe pas encore, mais ça n'a jamais été fait pour différents types d'ordinateurs. J'aimerais qu'on revienne sur un moment clé de ta carrière, celui où, du coup, en janvier 2025, tu as décidé de quitter ton poste de directrice du département data chez Google DeepMind. J'aimerais quand même insister sur le fait que c'est un poste à haute responsabilité, qui est particulièrement prestigieux, probablement bien payé également. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter ce poste? Ouais. Alors, ça, c'est la question que beaucoup de gens me posent. Alors, donc, je veux dire, laisse-moi t'expliquer un petit peu ce que quelqu'un qui s'occupe des données, tu vois, qui est en charge des données pour une compagnie comme Google DeepMind fait de jour après jour, quoi. Donc, moi, j'avais rejoint DeepMind à l'époque où ChatGPT venait de sortir. Et donc, du coup, Google, ils se sont rendus compte qu'il faut qu'ils accélèrent la recherche qu'ils ont enfin, dans le space, quoi. Et Ils avaient même mis en place une alerte rouge, je ouais, crois. ouais, ouais. Alors, justement, laisse-moi te raconter l'alerte rouge, quoi. Donc, en gros, historiquement, c'était Eric Schmidt qui était CEO de Google en 2014 qui avait dit attends, on va faire l'acquisition de DeepMind. À l'époque, DeepMind était connu pour Q-Learning, donc rien à voir avec les LLM, quoi. Et il s'est dit, bah, je sais qu'un jour, l'intelligence artificielle va être super importante pour Google. Je sais pas encore comment, donc on va juste acheter la compagnie et entre-temps, on les laisse faire leur recherche, quoi. Et donc, du coup, Demis, le CEO de DeepMind, il a en gros continué à faire la recherche qu'il faisait avant l'acquisition sans trop se mêler de ce qui se passait chez Google, quoi. Après, tu vas 10 ans plus tard, soudainement, ChatGPT sort, et alors c'est la panique chez Google en disant attends, est-ce qu'on a une chance d'être disrupté par cette nouvelle technologie, etc. Mais puisqu'ils ont déjà enfin, dans leur équipe, tu vois, des gens qui savent faire de la recherche là-dedans, donc en gros, le nouveau CEO Sundar qui a dit bon, ben, on va demander à DeepMind, enfin, on va intégrer DeepMind avec Google.
Et alors, je pense que tu peux t'imaginer que c'est compliqué parce que DeepMind était encore en train d'opérer comme une start-up, hein. Enfin, parce que je veux dire, ils faisaient leurs propres recherches, ils n'avaient pas vraiment leurs critères, tu vois, de comment est-ce qu'ils embauchent, comment est-ce qu'ils évaluent leurs employés. Ils n'avaient pas forcément la pression de générer de l'argent parce qu'ils avaient, en gros, ils pouvaient avoir l'infrastructure, le support de Google autant qu'ils voulaient pendant toutes ces années, quoi. Et alors, donc, du coup, ils cherchaient des gens qui étaient capables d'opérer, tu vois, enfin, partiellement en tant que grosse compagnie, mais start-up. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'expérience start-up et l'expérience grosse compagnie. Donc, moi, je me trouve, je me suis retrouvée dans une position où j'étais très intéressante pour eux, quoi. Et puis, bon, bref, alors, donc, du coup, super intéressant. Tu peux t'imaginer, c'est en gros, il faut que tu trouves quelle est la bonne infrastructure, combien on a besoin de données, qu'est-ce qu'il faut, quelles données on a besoin. Est-ce qu'on veut éliminer certaines données? Comment est-ce que tu fais si tu t'assures qu'il n'y ait pas des doublons à droite à gauche? Est-ce que tu peux te permettre d'utiliser des données vidéo? Qu'est-ce qu'il faut? Comment tu fais pour privatiser les données, etc., etc. Et alors donc moi j'étais en charge de tout ce qui était infra, tout ce qui était cataloguing. Donc en gros comment est-ce que tu t'arranges que les données elles soient enfin, découvrables par les chercheurs, parce que les chercheurs, bien sûr, ils continuent de voir, attends, le modèle, il sera un peu mieux si on utilisait plus de ci, moins de ça, etc. Donc, c'est tout le tooling, toute l'infrastructure, le formatting, la préparation, etc., pour le pre-training et le post-training. Alors, je ne sais pas si les gens ils comprennent vraiment la différence. Le pre-training, c'est en gros ce que tu utilises. Donc, tu prends juste toutes les données que tu peux trouver d'Internet, parce que ça apprend au modèle à s'exprimer en grammaire humaine, tu vois, donc sujet, verbe, complément, etc., etc. Et tu extrais l'expérience du monde, quoi. Et donc, du coup, tu fais ça. Et après que tu as fini le pre-training, tu fais une espèce de fine-tuning, hein, donc, en gros, pour améliorer la performance du modèle sur des sujets particuliers, en utilisant une moindre quantité de données, mais qui est plus spécialisée, où tu demandes par exemple, tu demandes à des docteurs comment est-ce que vous feriez, comment vous répondriez à la question de est-ce que cette personne va mourir à cause d'un symptôme qu'ils ont, etc., etc., quoi. Donc ça, il faut aussi trouver les bons experts, il faut trouver la bonne. Non, bref, alors j'ai fait tout, quoi. Et alors, après quelques mois, je me suis rendu compte que j'ai vraiment une responsabilité terrible, parce que si je me trompe à quelque part, si j'oublie de flaguer quelque chose, si d'un coup quelqu'un se retrouve, parce que c'est pas juste, c'est vraiment, faut que tu t'imagines que c'est une compagnie où t'as beaucoup de chercheurs, quoi. Enfin, je veux dire, DeepMind, peut-être à l'époque, Gemini, c'était 500 chercheurs quand j'ai commencé. C'était presque peut-être 1500 quand je suis partie, tu vois. Et du coup, tous les gens ont leurs propres idées. Bah, tiens, on peut faire ça, peut-être qu'on pourrait utiliser telle donnée. Et puis, il y a beaucoup de gens ils ont pas nécessairement, hein, je vais pas dire qu'ils sont pas scrupuleux, mais ils vont, enfin, en gros, ils sont pour le tu vois pas, ils sont motivés d'essayer de rendre le modèle plus puissant, plus intéressant, etc. Donc moi, j'avais vraiment l'impression à la fin que c'est à moi d'identifier si quelque chose de terrible risque de se passer ou de se produire parce que j'ai loupé quelque chose, quoi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je peux plus vivre avec la responsabilité de je dois vivre avec le fait qu'il y ait eu quelque chose de pas clair qui a été shippé dans le modèle, quoi. Donc, quand on était offline tout à l'heure, je t'avais dit, mais je veux dire, moi j'ai des enfants, j'ai 4 enfants et j'en ai deux qui sont vraiment jeunes, quoi. Il y en a, enfin, le plus jeune, il a 2 ans et ma deuxième plus jeune a 3 ans, quoi. Donc, en tant que mère, je suis toujours en train de leur courir après. Ne touche pas ça, fais attention, tu vas tomber, tu vas te brûler, reviens ici. Non, ne cours pas trop vite, etc. Et j'ai commencé à avoir l'impression que il faut que je fasse ça dans mon boulot. Il faut constamment que je rattrape, que je prévienne, etc. Et un jour, je me suis rendu compte que je me suis dit, j'aimerais vraiment avoir un type d'intelligence artificielle qui puisse être responsable de ses propres choix, tu vois, d'identifier, ah ben tiens, peut-être que je ne devrais pas toucher ces données, tu vois. Bon, je veux dire, sans nécessairement avoir une idée super claire ce que ça veut dire, je me suis dit, je pense que il faut qu'on réfléchisse, enfin, il faut qu'on repense complètement à la manière dont on fait l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Ouais, je vois. Du coup, tu sentais une sorte de tension, j'imagine, entre cet aspect aussi de course, du coup, qu'il fallait rattraper OpenAI, ChatGPT, etc.,
Et l'aspect, ben, moi, j'ai envie d'avoir des données de qualité qui ne soient pas problématiques. Quelqu'un qui travaille sur des données, c'est très paradoxal parce que je veux dire, ton but, c'est vraiment de rendre les données aussi disponibles que possible pour les chercheurs. Donc du coup, histoire, alors tu vois, c'était vraiment l'idée de enablement, je vais accélérer la recherche. Plus on va vite, plus les chercheurs ils peuvent évaluer d'options, ils peuvent voir rapidement si c'est mieux ou pas de rajouter un type de données et tu continues, etc. Mais en même temps, tu es aussi dans un mode adversarial où tu fais oh non, 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 tu peux pas utiliser ça, ça va être terrible si on fait ça, etc. Quoi. Et donc, du coup, cette espèce de balance est très, très difficile à obtenir. Quoi. Parce que d'un côté, tu veux aller plus vite et de l'autre côté, tu dis attends, non, mais il y a une petite voix qui me dit que c'est pas raisonnable d'utiliser ces données-là. Est-ce que tu as des exemples ou des anecdotes par rapport à ça? J'ai des, j'ai des anecdotes où il y a des départements à l'intérieur. Donc, bien sûr, Google, parce que c'est Google, ils ont accès à plein de données qui sont pas accessibles à d'autres compagnies, quoi. Et donc, moi, je veux dire, je passais beaucoup de mon temps à essayer de négocier, tu vois, avec un département particulier, est-ce qu'on peut utiliser les données là? Tu passes plusieurs semaines à discuter avec l'équipe légale, etc. Ils sont d'accord. Alors, je vais pas, genre, tu peux deviner le genre d'équipe avec qui je pourrais avoir ce genre de conversation, quoi. Et ils sont d'accord, tu entraînes le modèle avec ces données, et le jour avant la release, ils sont, ah ben non, finalement, on a changé d'avis. Il y a un nouveau, il y a un nouveau avocat ou legal counsel qui est arrivé, et puis il trouve que c'est trop dangereux, donc il faut que vous enleviez ces données maintenant. Et ça fait plusieurs semaines qu'on entraîne, on peut plus l'enlever maintenant, tu vois. Et donc du coup, c'est pas une position facile, tu vois, d'être la personne qui doit après aller parler au CTO en disant j'ai pas des super bonnes super bonnes nouvelles, mais en vrai, il y a le département X qui nous demande de ne pas utiliser leurs données, mais tu m'avais dit qu'ils étaient d'accord. Oui, ils étaient d'accord, ils sont plus d'accord. Ouais, donc bref, quoi. Donc, ouais, moi, je veux dire, je suis ingénieur et chercheur de nature, etc. Là, enfin, à un moment donné, tu te rends compte, tu deviens la personne en charge des risques légaux, c'est pas forcément super intéressant. Ouais, je vois, ça fait sacré poste. Et c'est quoi le type de données que tu essayais d'enlever ou sur lesquelles, je sais pas, par exemple, tu devais quand même entraîner l'IA parce qu'on t'amenait à ça, mais tu aurais préféré ne pas le faire ou ce genre de choses? Non, mais il y a tout un tas de risques. Alors, tu as des risques où, par exemple, tu dis, les données en soi, c'est pas un risque, mais il y a une histoire de licensing, quoi. Enfin, en gros, est-ce que c'est éthique d'utiliser ces données alors que c'est content creative d'un artiste, etc., etc., quoi. Donc, c'est pas forcément que l'output du modèle va être mauvais si tu utilises ces données, c'est plus est-ce qu'on devrait rétribuer, tu vois, le travail de la personne qui a généré, quoi. Après, alors il y a tout un tas de questions que tu peux te poser parce que enfin, après, à part les données, tu penses les données sur Internet, etc., il y a beaucoup de données synthétiques, hein. Enfin, je veux dire, en gros, tu utilises un modèle pour générer des données et tu utilises ces données pour entraîner Gemini ou un autre modèle. Et ben, tu sais pas, est-ce que tu peux faire confiance aux données qui ont été générées? Qu'est-ce qu'il y a si quelque chose qui est faux là-dedans? Tu vas entraîner tout ton modèle avec quelque chose qui est potentiellement même pas vrai, hein. Enfin bon, bref, hein. Après, enfin bon, donc il y a ça, il y a l'aspect légal. Il y a des fois, enfin, il faut que tu fasses attention que, en gros, il n'y ait pas quelqu'un qui t'interdise d'utiliser ces données. Après, tu as des problèmes avec ça s'appelle key anonymity. C'est en gros, il faut que tu puisses anonymiser tes propres données. Donc, par exemple, s'il y a des données qui te mentionnent ou le nom d'une personne dans la presse, etc., etc., quand est-ce que tu peux te permettre d'enlever le nom de la personne ou tu dois enlever le nom de la personne ou pas parce que cette personne est suffisamment connue que c'est de notoriété publique que Elon Musk a démarré une compagnie, donc j'ai pas besoin de cacher cette information, tu vois. Et bon, bref, alors le problème de Key Anonymity, c'est que des fois, tu crois que c'est anonymisé, mais si tu recoupes l'information de plusieurs différentes sources, tu peux finir par extrapoler que c'est la personne dont tu parles, quoi. Donc, je sais pas, c'est vraiment une histoire d'essayer d'identifier quelles sont toutes les possibles, hein, enfin, les possible failure modes, tu vois, si tu veux. Donc, en gros, toutes les manières possibles pour quelqu'un de se faire avoir et d'utiliser quelque chose qu'il ne devrait pas utiliser. Tout à fait.
Pour revenir à ce que tu disais sur les données synthétiques, dont les données qui ont elles-mêmes été générées par IA, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que, en fait, on entend de plus en plus, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend d'ailleurs beaucoup plus en France qu'aux États-Unis, mais l'idée que, en fait, les progrès de l'intelligence artificielle, notamment ceux des grands modèles de langage comme ChatGPT, vont s'arrêter prochainement, à atteindre une sorte de plafond de verre parce qu'on n'a plus assez de données. Euh, et à l'inverse, justement, il y a des gens qui disent non, non, mais on n'a pas encore, on est encore loin d'avoir utilisé tout Internet, donc on va pouvoir ajouter des données. Plus, on va pouvoir générer des données par intelligence artificielle, et donc pas de souci, la mise à l'échelle va se faire. On aura des IA plus intelligentes dans les prochaines années. Quel est ton avis sur ce débat? Il y a un concept qui s'appelle le model collapse. Alors, je ne sais pas si tu es familier avec l'idée, mais en gros, c'est quand tu utilises trop de données synthétiques ou trop de données qui ont été générées de la même manière, le modèle, il oublie tout. Donc, en gros, c'est un effet de... parce que si tu génères de manière synthétique, tu as tendance à générer plus une catégorie de données. Et quand le modèle, par exemple, je veux dire, tu vas prendre l'exemple simplistique de chien, séparer chien et chat. Si tu montres que des chiens et des chats à un modèle qui est censé apprendre tous les animaux, quoi, à un moment donné, il va oublier tous les autres animaux parce qu'il a vu trop de chiens et de chats. Donc, en gros, il overfit sur cette partie-là des données, quoi. Donc, le même se reproduit pour le langage, quoi. Et bon, il y a tout un tas de recherches justement sur quand tu utilises beaucoup de données synthétiques, à un moment donné, le modèle oublie, devient pire. Parce que ce que tu lui montres, c'est pas suffisamment diversifié, quoi. Et donc, le truc qui est super important de comprendre, c'est qu'en gros, quand tu génères n'importe quoi, hein, juste, enfin, en gros, les réponses de ChatGPT jusqu'à les deepfakes, etc., tu génères quelque chose qui est une moyenne. Donc, en gros, si tu génères, tu demandes à ChatGPT de générer la photo d'un homme aux États-Unis, etc., il va prendre la moyenne pondérée des différentes ethnicités, etc., il va te générer ce truc-là. Donc, en gros, ça élimine l'originalité. Et donc, du coup, si tu fais des données synthétiques à partir de données synthétiques, à partir de données synthétiques, en gros, tu fais une moyenne d'une moyenne d'une moyenne d'une moyenne. Donc, du coup, tu réduis la variance de du sample que tu utilises pour entraîner. Et à un moment donné, oui, tu as cet effet de model collapse. Donc, je veux dire, est-ce que je crois aux données synthétiques? Oui, mais il faut que ce soit super contrôlé. Il faut vraiment que tu t'assures que tu essayes de maximiser la variance et il faut que tu contrebalances avec des données qui ne sont pas synthétiques. Hmm. En tout cas, j'avais lu récemment le International AI Safety Report, qui est un peu l'équivalent genre du rapport du GIEC, mais pour l'intelligence artificielle, pour la sécurité de l'IA. Et à l'intérieur, justement, il disait que finalement, en tout cas d'un point de vue des données, on devrait en avoir au moins assez pour continuer à mettre à l'échelle les modèles jusqu'à 2030, mais qu'après, c'était très incertain, quoi, que c'est très difficile de savoir. Mais en tout cas, ils étaient assez confiants sur le fait que jusqu'à 2030, ça pouvait le faire. Je veux dire, pour moi, il y a une question oui, on peut rajouter plus de données. Est-ce qu'il y a encore des données qui sont disponibles? Probablement. Est-ce que ça va faire une grosse différence dans la performance des modèles? Probablement pas, quoi. Et je veux dire, donc ce qu'on appelle des scaling laws. Donc, en gros, quand est-ce que tu recommences à avoir le problème du retour sur l'investissement, quoi. Et ouais, bon, bref, alors pour moi, tant que tu changes pas l'architecture du modèle, tu n'essaies pas de faire quelque chose de mieux, je pense pas que ça change de manière dramatique la performance du modèle que tu vas avoir, quoi. Et je pense que le prochain leap, tu vois, dans la performance des modèles, il viendra pas de la quantité des données, il viendra d'un changement de paradigme, quoi. Je comprends. Et de toute manière, qu'on prenne un chemin ou l'autre, l'objectif explicite de la plupart des géants de la technologie, et ça aussi c'est un truc que les gens savent pas forcément, c'est d'atteindre ce qu'ils appellent la super intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle qui serait plus intelligente et plus puissante que l'humanité entière. Et pour faire en sorte qu'une entité aussi intelligente puisse rester sous notre contrôle, il y a un domaine qui s'appelle justement l'alignement, qui essaye de faire en sorte que ces intelligences artificielles, elles respectent soit ce que disent les créateurs, soit respectent les valeurs humaines selon la définition qu'on a de l'alignement. Quel est ton point de vue là-dessus? J'ai beaucoup d'opinions sur ça.
Non, mais déjà, alors je vais commencer avec la super intelligence, une IA qui peut raisonner mieux que la plupart, ou qui est meilleure que l'humanité. Écoute, réfléchis, commence avec en gros, les moteurs de recherche à l'époque, quoi. Google te permettait de trouver la réponse qui était a priori la meilleure à une question que tu avais. En gros, tu avais un truc, comment est-ce que donne-moi le meilleur restaurant du coin, ça te donnait une réponse, quoi. La différence avec l'intelligence artificielle maintenant et les large language models, c'est qu'ils ne te donnent pas une réponse, ils te donnent enfin, en gros, la combinaison de toutes les réponses. Alors si maintenant ta question c'est est-ce que quelqu'un qui a ces symptômes et va mourir dans les 6 prochains mois, etc. Si tu prends la moyenne de tous les experts en cancérologie, etc., etc., la somme de tous les cancérologues, j'aurais tendance à dire, est mieux que n'importe quel cancérologue pris séparément, quoi. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà plus intelligente qu'un être humain? Probablement dans les domaines dans lesquels on a suffisamment de données, quoi. Pour les raisons que j'ai dit, hein, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent, ça veut dire que tu as t'as un plus grand nombre d'experts à qui tu peux demander, parce que en gros, c'est ce que ça fait, quoi. Mais c'est pas encore vraiment. Alors moi, mon opinion, c'est si tu voulais vraiment super intelligente, tu aurais besoin d'un système qui peut raisonner de manière différente d'un être humain. Donc c'est pas juste la moyenne de tout ce que les experts sur un sujet donné ont donné. Ce serait quelque chose qui serait capable de donner une réponse qui est complètement qui a jamais été donnée avant, quoi. Et je veux dire, là, avec l'heure actuelle, avec les intelligences artificielles qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas faisable, quoi. Maintenant, retournons sur l'alignement. Alors, l'alignement, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué parce que, oui, tu veux. Alors, il y a plein de gens qui disent comment est-ce que tu fais pour t'arranger que l'IA reste alignée avec les valeurs des êtres humains, quoi. Qui c'est qui définit les valeurs, quoi? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est OpenAI? Est-ce que c'est un employé, rogue employee, quelque part, qui va décider de quelque chose, etc. Et alors, c'est super dangereux, quoi, parce que c'est en gros la personne qui détermine ce qui consiste, enfin, ce en quoi l'alignement consiste, a le pouvoir absolu sur toute l'humanité, en gros, si tu réfléchis, quoi. Donc, c'est quelque chose pour moi qui a besoin d'être déclaré, compris, discuté avec les gouvernements, etc. Et je pense pas que la plupart des gens dans le gouvernement comprennent les tenants et les aboutissants. Donc, ça me paraît super inquiétant. Complètement, parce que si on pense vraiment que ce genre de technologie est possible dans des délais relativement courts, ça veut vraiment dire que celui qui aura en sa possession une technologie aussi puissante pourra possiblement renverser le gouvernement, enfin faire absolument n'importe quoi. C'est presque une sorte de Tu veux dieu parler, numérique qu'on a créé. tu veux parler de Elon Musk, tu vois, si c'est Elon Musk qui décide l'alignement de ces modèles, Ouais, ouais, non, absolument. Hmm. Et est-ce que tu as d'autres opinions originales sur l'alignement à nous transmettre? Non, mais enfin, bon, bref, quoi. Moi, enfin, moi, bon, c'est très compliqué. Pour moi, je dis ça mon histoire de DeepMind, pour que je suis partie de chez DeepMind. Moi, j'étais vraiment, est-ce que tu pourras avoir une intelligence artificielle qui peut align itself, tu vois? Moi, j'avais vraiment un truc, c'est, pourquoi il n'y a pas une intelligence artificielle qui se rend compte qu'il ne devrait pas être entraînée sur ce type de données, tu vois? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une intelligence artificielle soit responsable? C'est un peu comme si je voudrais que mes enfants ils se rendent compte que s'ils mangent trop de bonbons, ils vont avoir mal au ventre, etc., etc., tu vois. Et puis bon, bref, alors du coup, j'ai commencé à réfléchir que c'est comment tu fais pour injecter un système de valeurs sociétales dans un enfant, tu vois. Enfin, comment est-ce que tu fais pour leur apprendre, ça c'est pas, voilà ce que tu attends, etc. Et je veux dire, je pense qu'il y a une partie qui est injectée par la société, mais il y a aussi une partie qui vient de la réflexion, tu vois. Parce qu'une fois que bien sûr, tu as le macro-alignment, tu vois. En gros, c'est la société ne permet pas que je fasse ceci, cela. Mais après, tu tunes ça. Je veux dire, tu peux pas dire que ce que tes parents t'ont appris quand tu étais petit, tu devrais pas faire ceci, cela. Ça évolue au cours de ta vie. Tu dis, bon, mais je pense que dans tel cas, c'est quand même OK de faire ça. Il y a des questions difficiles, tu vois, du genre, c'est pas, tu devrais pas tuer une personne, mais si quelqu'un est en train de souffrir, ou je sais pas quoi, il y a toute la question enfin, de l'euthanasie, etc. Et puis c'est clair que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas juste tuer et interdit, etc., etc., quoi. Et puis bon, bref, donc nous, on est capable de raisonner, tu vois, sur ces aspects-là. Et pour moi, je veux dire, l'alignment, ça devrait aussi être quelque chose de cette nature, quoi. Ça devrait être
on devrait pouvoir inculquer à une intelligence artificielle la capacité de réajuster ses valeurs. Mais c'est là que ça devient dangereux parce que les gens vont dire, oula, si on fait ça, si par exemple l'intelligence artificielle décide que, en gros, ça devrait pas, il n'a pas le droit de tuer un être humain, mais dans certains cas, ça fait du sens, etc. C'est là que ça devient dangereux, quoi. Je sais pas si tu avais entendu Jeff Hinton, il avait lui sa proposition de comment est-ce que tu fais le Lyman, c'est en gros, il part du principe que l'intelligence artificielle sera infiniment plus intelligente que nous, etc. Donc comment est-ce que tu fais pour être sûr qu'il ne nous fasse pas du mal? Et lui, il propose en gros d'entraîner les modèles pour qu'ils aient un instinct maternel. Donc en gros, sa proposition, c'est un bébé et pas aussi intelligent que sa mère, mais la mère, même si elle est plus intelligente, aime tellement ses enfants, etc., qu'elle leur fera jamais du mal. Elle fera toujours tout, elle se sacrifiera pour être sûre que ses enfants aient ce qu'ils aient de mieux, quoi. Donc en gros, lui, en gros, il faut faire des intelligences artificielles avec l'instinct maternel. Et alors, je suis pas complètement d'accord, mais je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, en gros, que c'est parce que justement, tu infuses, en gros, le truc, les intelligences artificielles seraient responsables du bien-être des êtres humains, quoi. Donc ça, c'est un angle, à mon avis, qui a besoin d'être exploré un peu plus. Ce qui est inquiétant, c'est d'une part l'aspect que une intelligence artificielle pourrait être alignée avec des valeurs qui ne sont pas vraiment celles de l'humanité parce que son concepteur n'est pas représentatif de l'humanité, notamment tous les géants de la tech qui sont en train de développer ces technologies. Mais il y a aussi le fait que, pour l'instant, ils sont en train de courir vers cette nouvelle technologie sans savoir la contrôler. Donc si ça se trouve, c'est même pas que ça sera aligné avec leurs valeurs, c'est que ça sera aligné sur un truc what the fuck dont on n'a aucune idée parce qu'ils savent pas comment contrôler leur création, quoi. Non, et puis t'as même un autre problème, c'est si par exemple, même considère que tu peux avoir une entité qui est absolument éthique. Et l'entité absolument éthique va réaliser l'être humain est en train de détruire la planète. Et si on ne se débarrasse pas des êtres humains, toutes les autres espèces vont disparaître. Parce que tu pourrais potentiellement arriver à cette conclusion. Tu vois, vu comment on ne fait pas attention à l'utilisation énergétique, etc., etc. Tu pourrais, parce que dans ce cas-là, nous on ne va pas s'éliminer nous-mêmes en disant ben, on est terrible pour la planète, etc., etc. Dans la mesure où intelligence artificielle, c'est pas la même espèce, c'est même pas une espèce du tout, c'est quelque chose de mécanique et quelque chose d'artificiel. Il pourrait dire je suis désolé, vous les êtres humains, vous êtes nos créateurs, mais vous êtes en train de détruire tout autour de vous, donc on va vous éliminer. Et tu pourrais considérer qu'il y a encore un argument que peut-être que c'est le truc le plus éthique à faire, quoi. Et donc du coup, comment tu contrôles ça, quoi? C'est pas évident, c'est pas évident. Pour terminer, j'aimerais te poser la question que je pose à tous mes invités. Si tu étais sur une scène avec un micro dans la main et l'humanité entière face à toi, que tu pouvais transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Non, j'aurais dû m'attendre à cette question. Mais bon, bref, alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Non, mais dans le contexte de l'intelligence artificielle en particulier, je veux dire, je voudrais que tout le monde se rende compte que quand vous utilisez une intelligence artificielle, vous êtes vraiment en train de parler à un miroir de vous-même. Et vous êtes en train de parler à un outil qui vous dit tout ce que vous espérez entendre. Alors c'est super important de garder contact avec les gens autour de vous et de considérer cette réponse comme n'étant pas forcément la réponse universelle. Tout à fait. Jennifer Franke, merci. C'est un grand plaisir. Je suis très contente d'avoir fait ça en français. Je fais ça généralement en anglais. Donc... Tout à fait. Franchement, je peux que recommander s'il y a des anglophones d'aller écouter les interviews que tu as données en anglais, tout aussi passionnantes que celle-ci. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation en tout cas et puis tout le meilleur pour la suite. Merci.